Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Ça concerne uniquement les femmes célibataires. Si vous êtes marié et que vous écoutez cette vidéo, sachez que d'abord ça ne vous concerne pas. Et deuxièmement, si vous tenez vraiment à écouter la vidéo malgré tout, il faut comprendre une règle de base, c'est qu'après, à partir du moment où un couple juif est passé sous la roupa et qu'il est marié, c'est que Dieu a donné son tampon de cache-route pour le mariage et qu'il est d'accord que ces êtres se marient et qu'il était prévu qu'ils se marient. Maintenant, tout ce que je vais dire maintenant dans cette vidéo, ça ne concerne que les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, donc qui ont encore la possibilité d'influencer sur leur futur mariage si Dieu veut. Et donc, en l'occurrence, ça ne remet pas du tout en cause ni en question les gens qui sont déjà mariés. D'accord, que rien de cette vidéo ne remette en cause quoi que ce soit concernant les gens qui sont déjà mariés. Baruch Hashem. Alors d'abord, il faut comprendre une chose incroyable, mais que faire? C'est la vie. C'est que très souvent, les choses normatives d'après la Torah sont l'inverse total de ce que les peuples non juifs, les médias et l'ambiance générale va nous faire croire. Je m'explique. Lorsqu'on s'expose à des films romantiques en particulier, tous ces films où il y a des belles histoires d'un homme et une femme qui vont se rencontrer, qui vont avoir un coup de foudre, qui vont vivre un moment passionnel ensemble. Bien sûr, on ne nous parle pas de mariage, on ne nous parle que de cet amour, de cette fougue qu'il y a entre eux, tous les adjectifs qui sont utilisés dans la littérature française pour ces romans best-sellers. On va nous décrire pendant des pages et des pages comment une jeune femme est tombée folle amoureuse d'un jeune homme. Pire encore, quand ils sont chacun mariés de leur côté, ça c'est pire encore. On nous raconte comme ça la rencontre, tout ce moment romantique. Tout d'un coup, ils se voient pour la première fois. Et là, l'homme dégage quelque chose, la femme dégage quelque chose. Et puis, ils vont s'effleurer la main, ils vont se regarder avec un regard langoureux. Il y a plein d'adjectifs dans la langue française, pour nous, ou américaine, ou peu importe, pour nous décrire ce moment incroyable de la rencontre, du coup de foudre, de la passion, etc. Et donc, en l'occurrence, l'accent est mis sur cet instant fatidique de leur vie, qui est le coup de foudre. Et si jamais les bienheureux décident de se marier, en général, c'est la fin du film. C'est-à-dire qu'on ne nous montre pas ce qui se passe après le mariage. Ça veut dire que d'après les peuples non juifs, de manière globale, le plus important, c'est ce moment charnel. On s'en fout qu'ils ne soient pas mariés. Le plus important, ce qui nous intéresse le plus, c'est à quel point c'était romantique. À quel point c'était romantique. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille célibataire donc, qui me dit « Tu es mariée ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Raconte-moi comment ton mari t'a demandé en mariage. » Alors j'ai essayé de creuser un peu dans ma mémoire, j'avais un peu oublié parce que bon, c'est loin. Et je lui ai dit, ah oui, j'étais contente d'avoir quelque chose à lui raconter, alors je lui dis, ah oui, il m'a demandé en mariage devant le cotel. Eise romantique! Comment c'est romantique! D'abord, je la remercie parce que grâce à elle, je suis rentrée à la maison avec plein d'engouement comme ça. Waouh, mon mari est romantique, génial, j'étais très contente. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai une annonce à te faire, tu es romantique. Ah bon? Pourquoi? Mais d'un autre côté, je me suis dit, pourquoi pourquoi tant d'émotions devant du romantisme? Pourquoi est-ce que le romantisme éveille tant les émotions? C'est très simple. Parce qu'on nous bourre de romantisme du matin au soir dans tous les médias, encore une fois, toutes les sortes d'expressions qui existent dans ce monde, qui ne vont pas d'après l'influence de la Torah, sont bourrées de romantisme. Donc on n'attend qu'une chose, c'est le romantisme.
Comme je l'expliquais, à chaque fois je dis, le salé entraîne le salé. Quand tu manges du salé, tu veux encore du salé. Quand tu manges du sucré, tu veux encore du sucré. Le problème, c'est que ni le sucré, ni le salé à outrance ne sont bons pour la santé. Un peu de sel. Et le sucre, normalement, zéro sucre, normalement, pour être en bonne santé. Le romantisme dans le couple, une pincée de romantisme. Comme ma belle-mère, que Dieu la bénisse, elle m'a écrit avant le mariage ou après le mariage, je me souviens plus, elle m'a écrit un très beau livre de recettes. Et elle m'a mis une recette, la recette de l'amour. Et à un moment, elle a dit une pincée de romantisme. Une pincée de romantisme. C'est tout, pas plus. C'est pas le principal, c'est pas le hors-d'œuvre. C'est pas le hors-d'œuvre, le romantisme. C'est pas le plat principal, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est pas ce qui nous intéresse le plus de savoir à quel point ce garçon que tu as rencontré, il a le regard fougueux, il a le regard profond, il a exactement la veste de motard que j'adore, il est distant, et puis il m'appelle pas tout de suite au téléphone, et donc ça me rend folle amoureuse encore plus, et puis il a une façon de me regarder comme ça, il a une façon de me parler, il m'a dit telle phrase à tel moment. C'est pas très important tout ça. Tout ça, c'est bien, tant mieux. On est content que ça te donne de l'émotion. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre pour vous marier? Est-ce que vous êtes fait pour aller ensemble? Parce que le but de la rencontre, d'après la Torah, c'est le mariage. On se rencontre pourquoi finalement? Pas pour reproduire un énième film romantique de Hollywood. On n'est pas là pour imiter Jennifer je sais pas qui et Steve je sais pas qui dans le dernier film de je sais pas qui. On n'est pas là pour les imiter. On est là pour se marier pour la vie. Donc si on vit dans un film, si on a tellement vu de films et de séries dans sa vie on vit dans un film. Et ce qui va décider tout notre avenir, c'est est-ce que ce garçon que j'ai rencontré, il ressemble un peu au type du film que j'ai vu, il est un peu comme ça, fougueux, distant, mystérieux dans le regard. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, est-ce qu'il recèle en lui les traits de caractère que tu as besoin pour construire ta famille, pour te marier. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes fait pour vous marier? Et si toi, en tant que femme, en tant que jeune fille, tu t'offres sur un plateau au garçon avant même qu'il t'ait dit que oui, il est intéressé à se marier, alors c'est comme si on a utilisé tout le cadeau que Hachem nous donne, qui sont les émotions, l'amour, le premier amour, le fait d'être amoureux, tout ça pour rien, avant l'heure. C'est pas encore l'heure de mettre à nu ses émotions et de se toucher. Même pas le petit ongle, on doit se toucher avant le mariage. Même pas le petit ongle. Ça doit être clair. La halakha, elle nous dit qu'un homme et une femme, ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de se toucher avant le mariage. Ils n'ont pas le droit de se toucher. Même pas de s'effleurer la main, rien. Et la Torah nous dit attention, mettez-vous des barrières, sinon vous allez tomber dans le piège. Attention à l'interdit de Ihoud. L'interdit de Ihoud, c'est de se retrouver tous les deux, tout seuls, dans la même pièce, dans une même pièce fermée. Interdiction, parce que la Torah, elle sait très bien comment l'homme il est fait. La Torah, elle sait très bien qu'à partir du moment où c'est les sentiments qui prennent le dessus, on n'a plus la maîtrise sur rien du tout. On ne peut plus rien maîtriser. À partir du moment où les émotions ont pris le pas sur le cerveau, c'est très problématique. C'est très très dur de s'arrêter en chemin. Très dur. Donc il faut se mettre des règles avant. Pas le droit d'être sous le même toit avant d'être marié, seul, dans une même pièce. Le Rav Ron Shai nous dit même que la fille n'a même pas le droit de passer le Shabbat chez son fiancé, sous le même toit. Elle n'a même pas le droit de dormir dans la même maison que son fiancé pour un Shabbat ou quoi que ce soit. Même s'il y a la famille dans la maison, c'est interdit. Il faut trouver une maison à côté, il faut dormir à côté si on veut pouvoir se voir un Shabbat. Mais on n'a pas le droit de dormir sous le même toit, même s'il y a des gens autour, de dormir un garçon et une fille sous le même toit, alors qu'ils ne sont pas mariés.
D'où l'importance pour les frères et les sœurs de ne pas ramener des copines ou des copains à la maison, parce que ça peut être dangereux pour les autres frères et les autres sœurs, ça peut être problématique. Il peut y avoir un problème de ihoud. Et on en connaît des histoires, on en connaît. Donc, il faut faire très attention. Et Dieu, il veut nous donner beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions dans le couple. Il attend qu'une chose, c'est qu'on se marie pour nous donner toute la bénédiction. Un flot de bénédictions incroyable. Et le problème, c'est que quand on ne fait pas les choses d'après les lois, d'après l'ordre des choses, d'après ce que la Torah nous enseigne, on se touche un peu, on est un petit peu dans la même pièce, on s'assoit sur le même, je sais pas moi, on fait un voyage en scooter à deux, ce qui est complètement interdit pour une femme de monter sur un scooter, mais je sais pas, on se met dans une situation de proximité, et après, ben, il y a des choses qui découlent de ça, et puis on n'arrive pas à être shomer negia, bassof, et tout ça, la bracha, elle ne peut pas arriver. La bracha ne peut pas arriver. La bracha que Hachem, il attend depuis 40 jours avant qu'on soit dans le ventre de notre maman. Il attend juste qu'une chose, c'est qu'on arrive en âge de maturité pour se marier, pour nous donner un flot de bracha incroyable dans la vie. Et des fois, nous, on perd notre temps, on traîne comme ça, on perd notre temps, on s'offre sur un plateau à l'autre, alors qu'on n'a pas encore signé la ketouba, on n'a pas encore signé le contrat de mariage, et qu'on ne s'est pas encore marié. Comme a dit la rabbinite Yemima Mizrahi, pour tout, il y a une bracha. Pour tous les fruits, tous les légumes, tous les aliments, il y a une bracha. Même pour la banane, il y a une bracha. Est-ce que toi, t'es moins qu'une banane pour t'offrir sans bracha? Parce que qu'est-ce que c'est le mariage? C'est les sheba brachot. C'est les brachot qu'on dit pour les mariés. On dit des brachot pour que le marié puisse aller avec la mariée. Donc, est-ce que toi, tu penses que tu vaux moins qu'une banane pour t'offrir à un garçon? Même si t'as dit, mais t'es la femme de ma vie, mais j'ai jamais vu une fille aussi parfaite que toi, mais c'est toi que j'attends depuis le jour de ma naissance, et t'es mieux que toutes les autres filles que j'ai connues au monde. Et si, même si t'as dit exactement le scénario parfait que tu voulais entendre, comme cette jeune fille qui m'a dit, ah, qu'est-ce que c'est romantique, même si t'as dit les phrases les plus romantiques au monde, est-ce qu'il sait, comment on dit, est-ce qu'il a signé un contrat de mariage? Est-ce qu'il a signé le contrat de mariage pour dire « je m'engage à me marier avec toi » Non. Donc il peut dire toutes les phrases du matin au soir, il peut t'écrire tous les beaux poèmes. Tu n'as aucune raison de le laisser te toucher. Aucune raison de le laisser te toucher. Parce que parce que on est une bat Israël, on est des bnot melech, on est des filles de roi. Pour de vrai, c'est pas une blague tout ça. Dieu, c'est le roi, et on est ses filles, on est la prunelle de ses yeux. Et Hachem, il attend qu'une chose, c'est justement qu'on se marie pour pouvoir nous donner des brachot incroyables. Et quand on ne sait pas ça, alors on est là dans notre modèle du film hollywoodien, où la fille et le garçon, ils forment un couple génial, et partout où ils vont, les gens, ils ont les yeux comme ça, de les voir lui aussi beau et elle aussi belle, et ils forment un couple trop classe, et trop stylé, et trop machin, et... On est dans ce scénario du film hollywoodien et on y laisse sa peau malheureusement. On y laisse son âme. On se donne sur un plateau, on se donne gratuitement. Gratuitement. Tout ça pourquoi? Pour coller au scénario. Tout ça pour en mettre plein la vue aux copines et aux copains et aux autres. Tout ça pour répondre au chantage affectif de l'autre. Parce que quelque part... Si on a si peur d'annoncer à son copain que, désolé, mais Shmira Negia minimum jusqu'avant le mariage. Désolé, mais Shmira Negia, ça veut dire on ne se touche pas avant le mariage. Désolé, mais tu ne peux pas me toucher avant le mariage. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de lui dire une phrase comme ça? Parce qu'on a peur qu'il nous quitte? Parce qu'on a peur qu'il nous crie dessus, qu'il nous... Comment dire? Qu'il nous manque de respect? Qu'il nous haïsse? Qui s'éloigne de nous. Alors c'est du chantage affectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec nous que pour notre corps, que pour nous, pour nous toucher. C'est du chantage affectif. Même si on est certain qu'il nous aime, même si on est... Alors il faut lui dire, alors si tu m'aimes, respecte-moi. Le moindre des respects, c'est de ne pas me toucher avant le mariage. Le moindre des respects, c'est de ne pas me toucher avant le mariage. Et la rabbinite Yemima Mizrahi nous dit, le Mashiach arrivera
quand les garçons auront compris que les filles juives sont des princesses, mais vraiment, quand les garçons juifs auront compris à quel point les filles juives sont des princesses, le Mashiach, il pourra arriver. Et si nous, en tant que filles juives, on ne sait pas expliquer à l'autre que notre valeur à nous, il y en a une, sa valeur, l'autre en Jennifer, machin, en Amérique, sa valeur, c'est minimum une bague Van Cleef et Arpels, sinon elle sort pas avec le garçon, et ben nous, c'est minimum un contrat de mariage, c'est tout, c'est la base. Voilà, c'est le contrat de mariage. Je ne demande pas une bague Van Cleef Arpels, je ne demande pas, comme une jeune fille, une princesse qui m'a parlé, Blainara, une princesse, elle m'a dit, regarde tout ce qu'il m'offre, il m'offre ça, il m'offre ce bijou, il m'offre ça. Mais moi, ça m'intéresse pas, ça, moi. Moi, je préfère qu'il utilise l'argent pour le mariage, pour qu'on se marie. Une princesse. Tu peux m'offrir des cadeaux, ça me fait très plaisir, mais ça ne te donne pas le droit de me toucher. Parce que je m'aime, j'aime mon statut, j'aime mon Dieu, et avant tout, je t'aime. Et quand on aime vraiment l'autre, quand on lui dit je t'aime, et qu'on lui écrit des lettres, je t'aime, mon amour, mon cœur, mon chéri, ma vie, je t'aime. Tu l'aimes vraiment, ton copain? Tu l'aimes vraiment? Alors si vraiment tu l'aimes, par amour pour lui, rends-lui ce service. Ne le laisse pas te toucher parce que lui aussi se met en danger. Lui aussi, il prend un grand danger spirituel quand il te touche hors mariage. Lui aussi, c'est pas bon pour lui. C'est comme une mère qui dit toute la journée à son fils « Ah, je t'aime, mon chéri, je t'aime » et qui lui donne des bonbons toute la journée, du matin au soir. Du matin au soir, non-stop. « Ah, mon chéri, je t'aime, tiens, prends une sucette. Ah, mon chéri, je t'aime, prends une glace. Ah, tiens, mon chéri, je t'aime, prends ça. Ah, mon chéri, je t'aime, prends une canne à sucre. Ah, mon chéri, je t'aime, mange le pot de sucre. » Mais tu l'aimes, ton enfant, pour de vrai? Tu sais ce que ça lui fait, le sucre? Ça lui défonce les dents, ça lui défonce passer le palais, ça défonce tout ce qui va dans le corps. L'œsophage, les intestins, le foie, ça fait des crises de foie. Une mère qui a une conscience du minimum de la santé, qui aime vraiment son enfant, elle dit « Ah, mon chéri, je t'aime, prends une banane. Ah, mon chéri, comme je t'aime, prends une pomme. » Une femme qui aime son copain, je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors tu l'aimes. Offre-lui ce cadeau qui est de vous réserver avant le mariage. Parce que lui aussi, il y gagne beaucoup. Toi et lui. Et j'ai entendu vraiment des histoires incroyables. J'entends beaucoup d'histoires. J'ai entendu en l'occurrence pas mal d'histoires de personnes qui n'étaient pas chômerées néguillas avant le mariage, qui se touchaient avant le mariage. Et pour plusieurs, j'ai entendu ces témoignages, ils ont payé les pots cassés. Ils le disent. On paye les pots cassés. Le fait de s'être touché avant le mariage, ça fait qu'après le mariage, il y a toutes sortes de nissionotes, d'épreuves, pas faciles du tout. Pas faciles du tout. Et j'ai entendu le témoignage de plusieurs personnes qui ont été chômerées, néguillées avant le mariage. C'est pas pour faire une généralité, c'est pas pour... C'est ce que j'ai entendu. Je raconte ce que j'ai entendu. Après, à vous de faire votre calcul. Moi, j'ai entendu des femmes qui ont été chômères, néguillées jusqu'à avant le mariage. Et on peut voir une bracha dans le couple, quelque chose d'extraordinaire. Et ces deux couples, ces deux styles de couple, ceux qui ont été chômeurs, néguillés avant le mariage et ceux qui n'ont pas été, ont deux dialogues totalement, complètement, deux discours complètement différents concernant leur couple et leur mariage. Les épreuves que ceux qui se sont touchés avant le mariage ont à surmonter sont vraiment très très difficiles et très dures comparé à ceux qui ont pris sur eux de croire en Dieu suffisamment pour dire « Ok, Dieu il me demande de ne pas toucher avant le mariage, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je ne vais pas commencer à rentrer dans cette parano de me dire qu'est-ce que l'autre il va penser de moi, il va pas m'honorer, il va partir, il va fuir, il va se moquer de moi, Je rentre pas dans ce calcul-là. Dieu il me donne des lois, je les mets en pratique. Je fais pas de calcul de qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Et quand Hachem il dit, ma fille, franchement, dans un moment où c'était très difficile, tu as continué de croire en moi, tu as préféré miser sur mes lois plutôt que de miser sur le regard de l'autre. Et Hachem Bémet, il envoie une bracha incroyable, incroyable, incroyable. J'ai eu une pensée comme ça.
les gommettes, ou encore le scotch, c'est le même principe. Quand on enlève des gommettes pour la première fois, elles sont extrêmement collantes, elles sont toutes neuves. Et vous allez les poser sur un cahier, et quand vous allez les enlever, elles vont être déjà un petit peu moins collantes. Vous allez les recoller sur un cahier, ah, on les décolle, elles sont encore moins collantes, jusqu'à un moment où elles ne collent plus du tout. D'accord? Le statut, comment on dit, le statut très respecté de la galoute, c'est d'avoir un copain, c'est de sortir avec un mec, c'est d'avoir un copain. D'accord? Le problème, c'est que quand on sort avec un copain, et que c'est pas le bon, et après on rencontre un autre copain, et on sort avec lui, et que c'est pas le bon, et encore un autre, cette colle intérieure que Dieu nous a mis, qui s'appelle l'amour, le premier amour, le sentiment d'être amoureuse, c'est un cadeau qu'Hachem il nous a mis en vérité. C'était pourquoi? Juste pour construire notre couple. Juste pour rencontrer une personne, être d'après les lois avec elle, c'est-à-dire ne pas la toucher avant le mariage, et utiliser ce premier amour comme colle qui va faire qu'après qu'on passe sous la roupa et qu'on se marie, c'est une colle qui va faire qu'on va tenir à long terme. On va tenir à long terme. Tous ces sentiments amoureux que Dieu il nous a mis dans le corps et dans la tête et tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas à bannir, c'est pas une erreur, c'est pas il faut pas que je sois amoureux et tout ça. Non, c'est très très bien ces sentiments. Mais il faut les garder pour la personne avec qui on va se marier. Et plus on rencontre des copains, plus on rencontre des personnes, on sort avec des personnes qui s'appellent, plus on perd cette colle malheureusement. On perd cette colle et on perd cette colle. Et c'est ça qui explique que comment, à l'époque de nos grands-parents, les mariages y tenaient autant de temps. D'accord? Alors il y en a, ils disent c'est parce qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, c'est parce qu'ils étaient forcés. Ils n'étaient pas forcés du tout, ils étaient très épanouis. Croyez-moi, il y avait beaucoup de couples qui étaient extrêmement épanouis. D'accord? Ils n'avaient pas tous les outils pour s'exprimer, communiquer, tout ça qu'on a aujourd'hui, mais allez savoir si ça leur manquait réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, j'ai comme exemple des voisins qui sont très très âgés et qui se sont mariés, la femme avait 15 ans quand ils se sont mariés, le mari je ne sais pas, et ils sont aujourd'hui collés, ils s'aiment, ils sont mariés, et on sent que cette colle de la gommette qui est neuve a été utilisée dès le départ ensemble après le mariage. C'est-à-dire ils se sont mariés. Alors, je n'encourage pas à se marier à 15 ans. Aujourd'hui, la génération est différente. Aujourd'hui, c'est plutôt vers l'âge de 18 ans qu'il faut se marier, 18, 20 ans. Et quand on rencontre la personne avant, eh ben, il vaut mieux ne pas rester en contact avec elle, ne pas se voir parce que c'est trop tôt. Avant 18 ans, il vaut mieux pas rencontrer la personne avec qui on sort parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Forcément, il va y avoir un contact et c'est encore trop jeune pour se marier. Donc, si vraiment, vraiment, on a du mal à se détacher, alors on peut s'écrire des lettres. Mais de se voir, de se rencontrer alors qu'on n'a pas encore l'âge de se marier, c'est problématique. C'est problématique parce qu'on peut tomber dans le piège du Yetzer Hara de se toucher malheureusement avant le mariage. En tout cas, pour l'époque, 15 ans c'était l'âge où une femme pouvait être mature pour se marier. Eh bien, cette colle a été utilisée dès le départ avec la bonne personne. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu encore un garçon, il y a encore un garçon. Ils se sont mariés ensemble. Et cette colle les a aidés à tenir à long terme. À tenir à long terme. Hachem, il nous donne des instruments fantastiques, des choses fantastiques. Juste, il faut lui faire confiance. Juste, il faut lui faire confiance. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qu'il ne faut pas se toucher avant le mariage, des fois. Mais on se dit, mais comment l'autre... Eh bien d'accord, moi, ok, moi je suis d'accord pour l'accepter. Mais comment l'autre va l'accepter? Mais il ne va jamais l'accepter. Et c'est l'amour de ma vie, et je ne veux pas le quitter, je ne veux pas qu'il me quitte, je ne veux pas qu'on se quitte. Hachem, il va t'aider, t'inquiète pas. Prie, Hachem, il va t'aider à trouver le courage de lui dire. Si vraiment tu l'aimes, alors prie à Hachem, dis à Hachem, mon Dieu, fasse que quand j'annonce à mon copain qu'on n'a pas le droit de se toucher avant le mariage, fasse qu'il continue de m'aimer, que si c'est la bonne personne, comme elle disait toujours ma grand-mère, si c'est la bonne personne, qu'elle reste. Et si c'est la mauvaise, alors qu'elle s'éloigne.
mon Dieu, si c'est la bonne personne, fasse qu'elle ne m'en veuille pas que je lui dise que je lui dise que je vais être Shomeret Negia, fasse qu'elle accepte la chose, et fasse qu'on puisse se marier rapidement pour pouvoir utiliser tout ce que tu as mis à l'intérieur de nous, tout cet amour intérieur, tout ce romantisme qu'on a à l'intérieur naturellement, qu'on puisse l'utiliser après le mariage pour construire notre couple. Bezrat Hashem. Vraiment, c'est une prière à faire pour les jeunes. Et je vais raconter rapidement cette histoire que quelqu'un m'a racontée. C'était une fille qui donc avait l'habitude, la France, donc elle venait d'une école non juive. Et genre, plus t'as de copains, plus t'es sorti avec des garçons, et mieux tu es perçu. Et si jamais, que Dieu préserve, tu n'es pas sorti avec un garçon, genre t'es l'ovni. L'ovni. Donc c'est un truc comme ça où on t'encourage grave à sortir avec des garçons, où c'est quelque chose de tout à fait reçu et normal et bien. Et elle est donc arrivée en Israël avec toute cette façon de penser. Et en effet, elle a rencontré un premier garçon, elle est tombée amoureuse, donc elle est sortie avec lui. Et puis elle s'est rendue compte que ce garçon, bah, il la prenait pas très au sérieux, il parlait mal d'elle dans son dos, il se moquait d'elle, donc elle a cassé, donc ça a été une grande déception amoureuse. Et puis après, quelques temps après, elle a rencontré encore un garçon, et puis elle est tombée amoureuse, et puis elle est sortie avec lui. Et même histoire, le garçon il l'appelle pas, il prend pas de ses nouvelles, et donc elle est triste, et rien qu'elle pense à lui, quand est-ce qu'il va m'appeler. Vous imaginez toutes les énergies utilisées pour ces premiers amours là, ces déceptions répétitives, c'est beaucoup de déceptions intérieures. C'est terrible, c'est terrible. L'être humain n'est pas censé vivre ça. L'être humain est censé rencontrer la personne de sa vie, parler avec elle en vue du mariage, et s'ils sont tous les deux, ils se correspondent et ils sont d'accord pour se marier tous les deux, se marier, et à ce moment-là, donner libre cours à toutes leurs émotions et tous leurs sentiments intérieurs. Mais aller avec une personne, tester pour voir si ça marche pas, après une autre personne, tester, on n'a pas besoin de tester avant le mariage. C'est pas le fait de tester le toucher, le contact et tout ça avant le mariage qui va nous dire si on est compatible. C'est pas ça. Au contraire, à partir du moment où les émotions sont de mise, il n'y a plus de cerveau. Et on peut se retrouver face à que Dieu préserve, à la pire des personnes, d'accord. On peut se retrouver face à quelqu'un qui n'est pas juif, n'importe qui. Si les émotions font partie de l'histoire, c'est très très dur de se raisonner. Et si on va avec la personne pour la vie, après on peut se retrouver face à de grands problèmes parce que on n'a pas communiqué, on n'a pas cherché à savoir si on était compatible avant le mariage. Donc, pour revenir à cette jeune fille, elle est sortie avec plusieurs garçons et ils se sont moqués d'elle. Et elle souffrait terriblement. Et un jour, elle a raconté ça à un ami à elle. Et cet ami lui a dit, mais décide à partir de maintenant d'être Shomeret Negia. Dis aux garçons qui veulent sortir avec toi, dis-leur que t'es Shomeret Negia, tu vas voir, t'auras beaucoup moins de problèmes. Shomeret quoi? C'est la première fois qu'elle entendait ce mot-là. Shomeret quoi? Shomeret Negia, ça veut dire que tu ne te laisses pas toucher avant le mariage. Ah bon, mais il y a un statut comme ça, mais je connais pas, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est incroyable et tout. Et en effet, à partir de ce moment-là, un garçon qui vient vers elle et qui commence à s'intéresser à elle, elle lui dit, écoute, je te préviens, je suis Shomeret Negia. Et donc elle a annoncé comme ça au garçon. Non, pardon, excusez-moi, je reprends mon histoire. Le garçon lui a dit, dis à partir de là que tu es Shomeret Negia, et cette fille était déjà en couple avec quelqu'un. Et donc ce quelqu'un l'appelle pour lui dire, bon alors on se voit et tout, et elle lui dit, écoute, je voudrais t'annoncer que je suis Shomeret Negia. Et là, ce garçon qui se moquait d'elle jusqu'à maintenant se moquait d'elle, s'est mis à crier au téléphone, quoi, mais pourquoi tu m'as pas prévenu que t'étais Shomeret Negia, mais tu te moques de moi, mais quoi? Il dit, bah écoute, je suis désolée, mais c'est une décision que je viens de prendre, que je suis Shomeret Negia. Mais quoi, mais comment c'est possible et tout? Il raccroche, elle raccroche. Donc il décide de se séparer, bien sûr. Elle va en ville pour rejoindre son amie, sa copine. Et pendant qu'elle parle à sa copine lui dit, et quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, ton ex là, il est derrière un poteau, il te regarde. Quoi, elle se retourne, elle voit personne. Bon, elle continue à marcher en ville. Et son amie qui lui dit, regarde, il est encore derrière le magasin là, il te regarde. Et la fille, elle regarde, elle dit, mais oui, c'est lui, mais qu'est-ce qu'il a? Mais pourquoi il me suit? C'est bizarre et tout. Bon,
Elle a passé la journée en ville et pendant une journée entière, ce garçon, cet ex, donc, la suivait partout et se cachait. Et au bout d'un moment, elle rencontre un ami de ce garçon et cet ami lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait à ton ex? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, bah, je lui ai dit que j'étais Shomerat Negia et donc ça lui a pas plu et donc on n'est plus ensemble. Il dit, mais je t'explique, ce garçon il est sorti avec des tonnes et des tonnes de filles, il est jamais tombé amoureux, jamais, je le connais, c'est mon meilleur ami. Et toi, je t'avoue la vérité qu'au début de votre relation, il t'apprécie, enfin il se moquait de toi. Et à partir du moment où tu lui as fait cette annonce au téléphone, je savais pas c'était quoi, maintenant je sais que tu es Shomerat Negia, il a raccroché le téléphone, il a dit, cette fille, c'est la femme de ma vie. C'est ma femme, c'est la femme avec qui je veux me marier, c'est la mère de mes enfants, c'est pas possible. Cette fille, elle sait se respecter. Et donc ça a réveillé chez lui, en fait, des sentiments de respect envers cette fille. Et cette fille, au début, elle avait beaucoup de mal à oser lui avouer qu'elle voulait être Shomerat Negia. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit, waouh, ça donne ses fruits, c'est génial. Malgré tout, elle n'est pas ressortie avec ce garçon. Et en effet, pendant un an, elle a eu pas mal de garçons qui sont venus lui demander de sortir avec eux. Et à chaque fois, elle disait non, je suis désolée, je suis Shomerat Negia, je suis Shomerat Negia. C'est une histoire vraie. Hein. Un jour, elle était sur le kikar de Natania. Deux garçons, le même soir, viennent lui faire une proposition pour sortir avec eux. Et aux deux, elle dit je suis désolée, je suis Shomerat Negia et tout. Le lendemain, elle va sur le kikar et une amie à elle va la voir et lui dit tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles ce garçon qui voulait sortir avec toi et celui-là, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus pour dire c'est ma copine, non, c'est ma copine, non, c'est moi, c'est avec moi qu'elle va sortir, non, c'est avec moi. Ils ont cassé des bouteilles, ils se sont battus avec des bouteilles cassées parce que chacun, il voulait que tu sois sa copine à lui. Donc en fait, elle s'est rendue compte que ce truc de Shomerat Negia, en fait, ça réveillait chez les garçons beaucoup de respect envers elle. Beaucoup de respect envers elle. Et elle a tenu comme ça un an. Et après un an, je crois que Dieu lui a même donné comme cadeau la prophétie parce que de loin elle a vu un garçon et elle était avec quelqu'un et elle a dit à ce quelqu'un, tu vois le garçon là-bas, je sens que c'est mon mari. Et en effet, quelques temps après ils se sont mariés ensemble. Donc c'est une histoire vraie. C'est pour vous dire à quel point le fait que quand on écoute les lois d'Hachem et qu'on met en pratique les lois d'Hachem, même quand on a très peur que l'autre nous bafoue, que l'autre se moque de nous, et bien malgré tout on met en pratique les lois d'Hachem. Hachem il nous applaudit, il nous aime, il nous prend dans ses bras et il nous donne toute la bracha. Toute la bracha, mieux que si on n'avait pas été d'après ses lois. Donc courage et respectez-vous les filles et ne laissez pas les garçons comme ça ne pas connaître votre valeur. Utilisez les lois d'Hachem comme un cadeau qui va vous aider justement à montrer votre valeur, votre vraie valeur aux yeux des autres garçons. Et voilà, Shmira Negia avant le mariage, Be'atzlacha pour toutes et Mazal Tov.